Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Elimination Chamber 2022. Et on débute bien évidemment par le kick-off où on a vu s'affronter Rey Mysterio face à The Miz dans un match de 10 minutes. Et bah c'était excellent, c'était une excellente entame de show si on peut dire. Le public était déjà bien chaud, ça on en reparlera pendant toute la soirée. Le public en Arabie Saoudite est méga chaud et ça fait très plaisir. On a un Rey Mysterio qui est aux couleurs de l'Arabie Saoudite, tout en vert. J'ai bien aimé sa tenue. Je suis pas trop fan des salopettes et tout d'habitude, mais là j'avoue que le petit truc très moulant, très vert, j'ai vraiment apprécié. Sinon on a un vrai bon match de catch entre lui et Miz. J'avais pas trop de doutes sur la qualité. On a des gars avec beaucoup d'expérience qui étaient dans ce kick-off et ils ont fait un match plutôt simple, on va dire, dans l'exécution, mais très bien fait, très bien réalisé. On va avoir pas mal de références à Eddie Guerrero dans ce match, avec un Miz qui va essayer de tricher à la Eddie, avec les Mysterio qui vont essayer de tricher à la Eddie. C'est vrai que les Mysterio font pas très face en ce moment, c'est-à-dire qu'ils trichent beaucoup. On a un Dominique qui va vraiment essayer d'aider son père, donc c'est pas très face tout ça, mais dans tous les cas ça donne vraiment un très bon match avec finalement un Rey Mysterio qui va gagner ce combat avec un roll-up. Le gagner avec un roll-up, ok, d'accord, on comprendra mieux pourquoi après. Finalement, après le match, les Mysterio vont porter un 619 sur le Miz. Et donc le Miz en backstage qui va nous dire, il me faut un partenaire pour lundi. Et voilà, j'ai quelqu'un en tête. Beaucoup de questions sur ce partenaire. Certains pensaient que c'était peut-être Cody Rhodes, un retour de John Morrison, on ne sait pas. Et bah, il semblerait que ce soit juste Logan Paul, hein, donc le célèbre YouTuber que je n'aime pas forcément, mais en tout cas, ce serait lui. Bref, c'était un bon kick-off et on verra où cette histoire nous mène, mais l'histoire avec Logan Paul, je le sens pas trop. Le show principal qui s'ouvre directement avec Roman Reigns qui défend son titre Universal face à Bill Goldberg, le bon vieux Goldberg, qui va pas faire long feu dans ce combat parce qu'on a un combat de 6 minutes et c'est exactement ce que je voulais. Alors certains n'ont pas apprécié la manière dont ça a été fait. Personnellement, j'attendais cela, je voulais cela et je suis très content que cela s'est passé comme je voulais. C'est-à-dire qu'on a un match très court, vraiment 6 minutes, c'est très très court pour un opener en plus. Mais on a une bonne exécution, c'est-à-dire qu'on a vraiment deux gros gabarits qui enchaînent les spires, qui enchaînent, on va dire, les grosses prises. Voilà, on n'est pas là pour être dans la dentelle, on n'est pas là pour faire de la technique. Non, on enchaîne directement les grosses prises, on va directement au but. J'ai eu un peu peur au début parce qu'on a une petite épreuve de force entre les deux. Je me suis dit, si c'est ça pendant 10 minutes, ça peut être chiant. Mais finalement, non, on part directement sur un gros spear de Goldberg avec des enchaînements de Superman Punch. Et ça fait plaisir, ça me fait un peu penser au Brock Lesnar Goldberg qu'on avait eu qui était un peu au-dessus, on va dire, en termes d'intensité, il est un peu meilleur. Mais là, je trouve que c'était bien. Voilà, on n'est pas sur un top match, mais on est sur un match qui est court, qui est intense. Et c'est ce qu'il faut avec Goldberg en 2022. Si on doit voir Goldberg dans un match en 2022, il faut voir cela. Et surtout, la fin de match est intéressante avec un Goldberg qui va carrément s'évanouir avec cette grosse prise de soumission de la part de Roman, qui est vraiment son finish maintenant. Il utilise le spear, certes, mais j'aime bien aussi que ce soit ça, son finish, cette grosse prise de soumission qui fait évanouir Goldberg. Donc voilà, grosse victoire de Roman Reigns. Il y a un Goldberg qui semblerait peut-être avoir fait son dernier match. Ça, on le verra bien parce que bon, on l'a vu beaucoup de fois, ce truc de c'est mon dernier match, et puis finalement 3 mois plus tard, pour un match à Mania, pour un match en Arabie Saoudite, faire son retour. Donc ça, on verra bien, mais en tout cas, un Roman Reigns qui sort de ce match encore plus fort qu'avant, et ça, c'est quand même une très bonne chose. On enchaîne avec l'Elimination féminin où finalement on va avoir Liv Morgan, Bianca Belair, Alexa Bliss, Nikki ASH, Rhea Ripley et Doudrop. La gagnante affrontera Becky Lynch ou Lita lors de WrestleMania, donc un match qui sera pour le titre. Un match qui, allez, a un seul défaut selon moi, et ben c'est la durée. Je trouve que vraiment c'est rushé, ça s'enchaîne trop vite. Je parle des intros des catcheurs, c'est-à-dire que voilà, tu as deux catcheuses qui sont déjà sur le ring. D'ailleurs, un peu bizarre ce qu'ils ont fait. Ils ont fait venir trois catcheuses sur le ring et finalement, il y en a une qui est rentrée seulement après dans une des cages. Bizarre la manière de faire. Ils ont fait la même chose avec les hommes, donc c'était particulier. Mais bref, en tout cas, tu as donc deux femmes sur le ring et quatre dans des cellules. Et finalement, je trouve que ça s'enchaîne trop vite. Il y a vraiment trop peu de temps laissé, je trouve, aux catcheuses présentes sur le ring et ça s'enchaîne trop vite.
Mais par contre, l'exécution est bien. Ça donne vraiment un très bon match. Moi, j'ai adoré Rhea Ripley dans ce combat. Déjà, j'ai adoré les tenues des catcheuses dans ces combats. On peut le rappeler, on est en Arabie Saoudite et on le sait, en Arabie Saoudite, tu ne dois pas montrer un bout de ta peau, hein, seulement les mains et ton visage. Et les dernières fois, on avait des longs t-shirts, des longs pantalons. Là, pour le coup, non, on a de vraies tenues de catcheuses. Certes, on ne voit pas la peau des catcheuses, mais on a de vraies tenues de catcheuses et ça fait plaisir. Donc, j'ai vraiment bien aimé cela. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est important selon moi. J'ai adoré la tenue de Rhea Ripley et j'ai adoré la performance de Rhea Ripley, qui est pour moi la MVP de ce combat, qui va vraiment être très applaudie par le public aussi. Elle va faire une superbe performance. Elle a été bien mise en avant aussi. Donc voilà, comme lors du gauntlet féminin qui a eu lieu à Raw cette semaine, et ben, je trouve que Rhea Ripley a vraiment brillé. Et quand tu la vois en face à face avec Bianca Belair, tu te dis une nouvelle fois que ces deux-là, sur les prochaines années, ça va être un affrontement qu'on va peut-être voir régulièrement et c'est peut-être les deux visages de la WWE, en tout cas les visages féminins de la WWE, si ils ne font pas n'importe quoi avec Rhea Ripley. Mais sinon, personne n'est mauvais, je trouve, dans ce combat. On a Alexa Bliss qui fait un bon retour, je trouve, mais c'est assez perturbant parce qu'elle arrive toujours avec une musique qui fait croire qu'elle est toujours dans son ancienne gimmick parce que finalement elle a toujours cette jupette, donc cette jupe salopette qui fait penser à son ancienne gimmick. Elle a une balançoire encore dans sa cellule. Bref, elle n'a pas encore fait la transition entre son ancienne gimmick de démon, entre guillemets, et sa gimmick goddess qu'on connaît tous. J'ai l'impression qu'elle est un peu entre les deux et voilà, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou si c'est mauvais, mais en tout cas, j'espère que la transition va se faire à un moment donné et qu'on ne va pas rester avec une Alexa Bliss qui va être entre les deux. Ça, ce serait pas mal. Mais voilà, je trouve qu'elles ont vraiment toutes brillé. Même Liv Morgan qui se fait éliminer assez rapidement va avoir le temps de faire un beau sunset flip sur Doudrop. Très impressionnant. Doudrop va retomber bien sur la tête, mais Doudrop impressionnante aussi une nouvelle fois. S'il y a bien une personne aussi ces derniers mois qui a prouvé qu'elle méritait et elle donnait tout dans le main roster, c'est bien Doudrop. Mais bref, en tout cas, on a un super combat qui va se terminer avec Bianca Belair et Alexa Bliss. Là aussi, j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps, cet affrontement entre les deux. Voilà, quand tu as les deux derniers participants, j'aime bien quand ça dure longtemps, quand tu as un vrai match entre ces deux-là. Malheureusement, le match ne dure que 15 minutes, donc ça ne va pas durer très longtemps. Et Bianca Belair va gagner ce combat et donc obtient une chance pour le titre à WrestleMania. Voilà, je sais que certains sont saoulés par le booking de Bianca Belair. Moi, je suis très heureux qu'elle gagne. Pour une fois, on a une face qui gagne des matchs, qui enchaîne les victoires, qui ne perd pas ou quasiment pas. Et c'est une bonne chose pour une fois. Et en plus, le public l'adore. Donc on ne va pas se plaindre. On a une Bianca Belair qui est au top, qui a encore fait une super performance. Donc arrêtons de nous plaindre pour rien. Il y a des choses beaucoup plus graves dans ce show. On enchaîne avec Ronda Rousey et Naomi qui font face à Sonya Deville et Charlotte Flair dans un match de seulement 10 minutes. Là aussi, c'est plutôt court. On a une Ronda Rousey qui va arriver en tenue de judo. Voilà, elle est en kimono. J'ai bien aimé cette petite référence. Je crois que Michael Cole nous dit que c'est avec ce kimono qu'elle a été championne olympique. Non, pas championne olympique. Je crois qu'elle a fait médaille de bronze. Je ne sais plus, vous me direz bien. J'avoue que j'ai pas fait mes recherches, mais je crois qu'elle a gagné une médaille olympique avec ce kimono. Donc j'ai bien aimé la petite référence. J'ai bien aimé cette tenue et un détail qui vraiment c'est un détail, mais Ronda Rousey ne portait pas de maquillage et j'avoue que c'est pas que ça fait plaisir, mais disons que d'habitude Ronda Rousey a toujours des maquillages sous les yeux qui font que couler pendant le match et c'est assez dégueu. Je sais pas pourquoi, c'est la seule catcheuse qui a ce maquillage là qui coule à chaque fois. Finalement, là, elle n'est pas maquillée du tout. J'avoue que c'est pas que j'ai apprécié, mais voilà, c'est une petite touche, c'est un petit détail, mais j'ai trouvé ça cool. Bref, on a ce combat qui a une stipulation bien débile, une Ronda Rousey qui doit avoir un bras attaché parce que, soi-disant, Sonya Deville est blessée et Sonya Deville va montrer qu'elle est blessée pour finalement enlever son attelle et montrer qu'elle n'a rien du tout. Donc Ronda Rousey a le bras attaché pour rien. Et ça va être un gros problème de ce match. Le match n'est pas mauvais en soi parce qu'il y a de bonnes choses. Ronda Rousey, même avec un bras, arrive à faire de belles choses. Il y a de bons hot tags de la part de Naomi. Je trouve par contre que les heals sont assez inexistants et ne font pas grand chose de marquant dans ce combat. Charlotte Flair, je trouve qu'elle fait rien. Vraiment, je trouve qu'elle ne fait vraiment rien dans ce combat. Elle est assez transparente. C'est quand même la championne de SmackDown et elle ne fait rien. Sonya Deville un peu plus, mais c'est pas non plus incroyable. Et finalement, c'est les faces qui vont se mettre plus en avant, mais sans plus, parce que comme je le disais, cette stipulation est débile, parce que finalement Ronda Rousey ne peut pas faire grand chose avec un bras, c'est-à-dire que, bah oui, avec un bras, c'est compliqué de faire des choses, donc c'est assez brouillon, et surtout c'est dangereux. Moi je pense à quelques fois où Ronda Rousey est envoyée à l'extérieur du ring, et bah oui, avec un bras, c'est compliqué de se tenir entre les cordes, c'est compliqué de
d'avoir une position assez safe pour pas mal retomber. Donc j'ai trouvé ça assez dangereux et stupide cette stipulation. Bref, allons directement à la fin. Ronda Rousey va casser le bras entre guillemets de Sonya Deville et Charlotte Flair ne va même pas réagir, ne va même pas rentrer sur le ring. Ça, j'avoue que c'est un point que j'ai bien aimé. Une Charlotte Flair qui est en mode non, je vais pas aider Sonya, j'ai pas envie d'être en face à Ronda. Je vais attendre WrestleMania, mais là, ça sera pas maintenant. Donc Ronda Rousey et Naomi vont remporter ce combat. Voilà, petite déception ce match, mais c'est surtout à cause de cette stupide stipulation. Drew McIntyre fait face à Madcap Moss dans un match d'une dizaine de minutes. Donc là aussi, c'est plutôt court. Un match qui est en false count anywhere. Donc le tombé peut se faire n'importe où. Il n'y a pas de disqualification non plus. Le match, je ne l'attendais pas énormément, voire pas du tout. J'en avais rien à faire de cette histoire. Mais il faut être honnête, il faut être franc. Le match est plutôt bon. Et surtout, pour une fois, on a des heels qui ne sont pas débiles. C'est-à-dire que c'est un match sans disqualification. Et bah Happy Corbin, il va attaquer dès le début. Il s'en fiche, il n'y a pas de disqualification. Pourquoi il attendrait pour attaquer? Donc c'est presque un match 2 contre 1 pendant tout le combat. C'est presque du 2 contre 1 tout le temps. Mais pour une fois, c'est malin. C'est-à-dire que oui, d'habitude, tu as le heel qui a donc un coéquipier, un partenaire, qui attend bêtement. Ah non, autant à attaquer tout de suite. Ça n'a pas d'intérêt d'attendre. Pour une fois, je trouve que les heels sont intelligents. Et je trouve que encore une fois, Madcap Moss, voilà, j'aime pas cette gimmick, j'aime pas sa tenue. Il a l'air vraiment stupide avec cette tenue, vraiment. Mais il fait le boulot sur le ring, il se donne à 100%. Et voilà, pour se donner à 100%, Drew McIntyre, on le connaît, c'est toujours à 100%, c'est toujours à 1000% Drew McIntyre, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je trouve que Madcap Moss vraiment donne tout et ça rend bien. Vraiment, on a un combat assez physique, assez dur, mais c'est un beau combat. Je pense que le moment marquant, clairement, c'est le Alabama Slam de Drew McIntyre qui fait retomber sur la tête Madcap Moss. Je ne sais pas comment il a fait, je ne sais pas pourquoi il est retombé sur la tête. C'est la première fois que je vois ça sur un Alabama Slam qui est finalement une prise assez classique faite par Drew McIntyre qui est plutôt safe d'habitude. Là non, il est retombé tout pile sur la tête. Quand tu vois le ralenti derrière, ça fait peur. Et finalement, à ce qui paraît, Madcap Moss n'a rien du tout. De toute façon, on l'a vu ensuite, il a enchaîné le combat comme si de rien n'était. Donc c'est assez impressionnant quand même ce qu'ils sont capables d'encaisser de temps à autre, c'est quand même fou. Mais voilà, c'était un peu le moment marquant du combat. L'autre moment marquant du combat, c'est Drew McIntyre qui encore une fois a failli décapiter Happy Corbin. C'est pour cela qu'Happy Corbin ne va pas intervenir ensuite parce que finalement avec son épée, Drew McIntyre est à deux doigts de couper la tête de Happy Corbin. Hein. Je rappelle que Drew McIntyre est le face dans cette histoire. Toujours un peu bizarre cette histoire avec son épée. Et d'ailleurs, il va porter son Claymore avec l'épée dans la main. C'était pas très safe non plus, ça c'est quand même assez dangereux. Alors je sais bien que l'épée, c'est pas une épée de 30 kg qui est hyper tranchante, j'imagine bien. Mais je trouvais ça assez quand même dangereux. Bref, McIntyre remporte ce combat et un combat qui a été étonnamment plutôt bon. Becky Lynch défend son titre de championne d'Euro face à la Hall of Fameuse Lita. Un combat qui va durer 13 minutes, une durée assez parfaite pour un match, assez parfait dans ce qu'il devait donner. Alors vous le savez, je le dis souvent, mais quand je prends pas beaucoup de notes dans un match, parce que oui, je prends quelques notes pour les combats, pour me rappeler quand même de certaines choses, quand je prends pas beaucoup de notes, eh bien c'est que le match a été plutôt bon et c'est surtout que je n'ai pas grand chose de mauvais à dire. Et là c'est le cas pour ce Becky Lynch Lita. J'ai pas beaucoup de notes parce que c'était vraiment bon. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir et je m'attendais vraiment pas à ça. J'avais peur de la catastrophe avec honnêtement Lita qui n'est pas la meilleure des catcheuses, qui n'était pas la meilleure des catcheuses il y a 15 ans et qui j'imagine en 2022, en tout cas je l'imaginais, ne s'était pas améliorée. Et finalement elle va faire une super performance. Alors bien évidemment elle est bien aidée par une Becky Lynch qui va tenir cela, qui va être la reine du ring entre guillemets, la maître du ring, qui va gérer tout ça à la perfection. Tu sens que tout est bien chorégraphié, tu sens que tout est bien calculé au millimètre près, que tout a été bien répété. Mais à la limite je m'en fiche si c'est bien répété, si c'est bien fait, si l'exécution finale est bonne. Que ce soit répété ou non, je vous avoue que j'en ai rien à faire. Moi, je regarde juste le produit final et le produit final était vraiment bon. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir devant ce combat. Je trouve qu'en plus, il y a un certain suspense qui est mis. On a une Lita qui vraiment paraît crédible face à Becky Lynch, bien aidée aussi, encore une fois, par Becky Lynch qui va bien vendre les prises de Lita. Et tu as par exemple
une fin de match où Lita va réussir à porter son moonsault. Tu te dis, elle peut gagner ce combat. Tu as une Becky Lynch qui va essayer de porter même le moonsault de Lita pour un peu humilier la Hall of Fameuse Lita. Elle va pas réussir finalement à le porter. Mais voilà, tu as quelques clins d'œil qui sont portés comme ça et qui sont vraiment bons et bien faits. Et franchement, c'est un match que je vous conseille. Si vous ne l'avez pas vu, je pense que vous l'avez vu quand même. Je pense que vous êtes nombreux à avoir vu Elimination Chamber. Mais c'est un vrai bon combat féminin. Donc vraiment chapeau à ces dames parce que je m'attendais vraiment pas à ça. On a une finale qui est peut-être un peu anticlimatique, c'est-à-dire que c'est un peu brut, c'est pas très bien recherché. Becky Lynch porte juste son finish, son main dance slam, je sais plus comment exactement ça se dit, mais un peu dommage. Voilà, il y a pas de. Par contre sur les fins, voilà, il manque un enchaînement, il manque un truc. Donc Becky Lynch conserve son titre et on va avoir Lita qui va finalement faire un bel adieu, je trouve assez émouvant derrière avec le public donc d'Arabie Saoudite. Tu sens que c'est sûrement son dernier match et c'est tant mieux si ça se termine là-dessus parce que c'était très beau. Je trouve que c'était un très bel au revoir et je trouve que ça a été très bien fait. Donc si Lita doit terminer sa carrière là-dessus, je trouve que c'est une très belle chose. Les Usos devaient défendre leur titre de champion par équipe de SmackDown, mais finalement ils vont directement attaquer les Viking Raiders pendant leur entrée. Donc on n'aura pas le droit à ce combat. Beaucoup ont été déçus, moi je vous avoue que c'est pas plus mal, j'attendais pas vraiment ce combat. Si ce match peut avoir lieu à SmackDown, c'est pas plus mal parce que je trouve que cette soirée n'avait pas forcément besoin de ce match par équipe qui n'aurait pas eu de temps. De toute façon, il a été coupé parce que clairement, il n'y avait pas le temps. On a eu problème de timing sûrement et c'est pas plus mal. En tout cas, moi ça me dérange pas si on a ce match à SmackDown. C'est très bien aussi. Et le main event, l'Elimination Chamber masculin où Bobby Lashley défend son titre de champion WWE face à Brock Lesnar, Austin Theory, Seth Rollins, Riddle et AJ Styles. Un match qui ne va durer que 15-20 minutes. Là aussi, c'est beaucoup trop court. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait en termes de timing. Je ne sais pas si ça a été fait de base, c'est-à-dire ça a été demandé de base que ce match soit court, comme pour les Elimination Chamber féminins, mais c'est pas une bonne chose. Les Chambers, ça doit durer un minimum de temps. Tu dois ressentir la tension et la fatigue des superstars. Et là, pas du tout. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Alors, le début de match est cool, je trouve, avec Rollins, Austin Theory. C'est cool. On a du bon catch, même avec Riddle, avec Styles. Je trouve que c'est bien, c'est cool. Mais il y a deux tournants. Il y a le premier tournant où finalement, Bobby Lashley va se faire exploser sa cage et exploser sa tête aussi. Finalement, il va recevoir un Austin Theory dans la tête et finalement, Bobby Lashley ne va pas pouvoir catcher. Et finalement, on va apprendre aujourd'hui, donc petite info, Bobby Lashley est blessé depuis un mois. Malheureusement, Bobby Lashley est blessé depuis un mois, depuis le Royal Rumble, depuis son match face à Lesnar. Il est blessé à l'épaule, donc il ne pouvait pas catcher. Donc ils ont décidé de faire un angle pour montrer qu'il était blessé, mais il devrait même se faire opérer et être absent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On va attendre de voir les news officielles pour voir si Lashley va vraiment être absent plusieurs mois, mais c'est une grosse nouvelle et une grosse mauvaise nouvelle pour Lashley qui était vraiment excellent depuis des mois maintenant et qui a une grosse blessure, donc à ce qui paraît. Donc c'est aussi pour cela que ce match va partir en cacahuète. Lashley qui ne pouvait pas donc catcher. Et donc le deuxième tournant, c'est finalement Lesnar qui va pas attendre que sa cage s'ouvre, qui va péter sa cage. Et j'avoue que sur le moment, je me dis c'est cool, c'est quand même stylé. T'as un Lesnar qui arrive à péter sa cage, qui sort comme une bête de sa cage, donc comme une bête enragée. Donc je me dis c'est vraiment cool. Mais la suite ne va plaire à personne. Clairement, Lesnar qui va éliminer. Tout le monde élimine Rollins, Riddle, Styles. S'enchaîne trop vite. Rollins c'est de l'humiliation. C'est-à-dire que Rollins était à 2 doigts de battre Roman Reigns. Et là, tu le fais perdre en 15 secondes face à Lesnar, ça n'a pas de sens. Styles, c'est pareil. Et finalement, le seul qui s'en sort à peu près, c'est Austin Theory, parce qu'on va avoir un tout petit combat entre Austin Theory et Lesnar pour finir le combat. Mais même là, je trouve que c'est mal réalisé. J'aurais aimé avoir Austin Theory courageux. J'aurais aimé avoir un Austin Theory qui n'ait pas peur de Lesnar et justement qui affronte vraiment en face à face Lesnar. Et pas du tout. Austin Theory va avoir peur, va fuir Lesnar et je trouve ça dommage. Je trouve que dans la construction, avoir le petit jeune qui finalement veut vraiment combattre Lesnar, ça aurait été vraiment cool pour Austin Theory. Et finalement, on va avoir le gros spot de la soirée. Brock Lesnar et Austin Theory qui vont se retrouver au-dessus d'une cage. Et Austin Theory va prendre un F5 de la part de Lesnar.
C'est assez impressionnant, c'est assez haut. Certes, Austin Theory retombe sur ses pieds et heureusement d'ailleurs, mais c'est quand même assez impressionnant. C'est quand même un beau spot avec finalement Lesnar qui va donc faire le tomber sur Austin Theory et gagner ce combat et devenir donc le nouveau champion WWE. C'est un gros problème ce match en termes de booking. Il n'y a pas grand chose qui va de A à Z. Je trouve qu'il n'y a rien qui va. Comme je le disais, le final est cool. Le spot est vraiment super. Il n'y a rien à dire. Mais il n'y a rien qui te fait frissonner avant cela. Voilà, il n'y a rien qui te donne envie d'avoir ce spot. Et quand ce spot arrive, tu te dis c'est cool, mais c'est tout. Franchement, je vais oublier ce spot parce que moi, ce que je retiens, c'est le résultat de ce match et c'est la manière dont ça a été fait, la manière dont tous les catcheurs présents ont été humiliés, la manière dont Lesnar en ressort grandi, mais vraiment, ok, il est au top du top, ça c'est sûr. D'ailleurs, voilà, il affronte Roman Reigns donc dans le main event de WrestleMania dans un match titre contre titre, winners take all, c'est-à-dire le gagnant prendra les deux titres. On en reparlera parce que ça va foutre un bordel pas possible à Raw ou à SmackDown. Mais bref, c'était une grosse déception ce main event. En termes de booking, c'était mauvais et je suis assez dégoûté pour les autres superstars présentes autres que Brock Lesnar dans ce combat parce qu'ils ont été vraiment humiliés. Bilan de ce Elimination Chamber 2022. Avant le main event, je passais vraiment un bon moment. Je trouvais que le show était vraiment bon avec certes des faiblesses, mais je trouve que dans l'ensemble c'était vraiment bon. Forcément avec le main event, ma note va baisser parce que déjà c'est la dernière note, c'est la dernière touche avant de quitter le show. Donc c'est ça qui doit soit relever le niveau, soit le baisser. Et là clairement ça baisse le niveau totalement parce que le booking n'est pas bon. Bref, je ne vais pas revenir dessus, j'en ai parlé. Donc globalement j'ai apprécié, mais ce main event fait vraiment baisser la note. Donc on va être sur un 5 sur 10. Voilà, 5, 5,5 sur 10. Je reste quand même dans du positif parce que j'ai pas envie d'oublier tous les matchs avant. Voilà, faut quand même être franc, faut quand même être honnête. Il y a eu de super matchs avant, donc j'ai pas envie de les oublier. Mais ce main event, pardon, fait vraiment tâche. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos et pour des shows bien bookés, je l'espère. Salut, salut.